Bonjour à tous, on commence notre formation en notre premier chapitre aux outils d'attaque et de pentesting qui est l'attaque de reconnaissance. Comme je vous l'avais dit déjà précédemment, la reconnaissance, quand on parle de cette attaque qui est très connue par le terme de footprinting, on parle d'une attaque qui n'est pas en soi, comme je vous ai dit, une attaque directe où il y aura une interaction probable directe avec la victime, mais on parle bien d'une attaque où on va commencer la préparation de la totalité des éléments nécessaires pour qu'on puisse faire l'attaque après. C'est ce qui fait que dans cette attaque, on va essayer de récupérer un maximum d'informations sur notre potentiel ou future victime. L'objectif principal là-dessus étant de réussir dans le temps à l'attaquer bien comme il faut parce qu'on réussit à avoir le maximum d'informations. C'est ce qui fait que les entreprises font en sorte toujours en matière de sécurité à vérifier très bien comme il faut la totalité des informations qui traînent sur Internet sur l'entreprise. Les mots de passe qui ont peut-être pu fuiter, les sites web, est-ce qu'ils étaient copiés ou pas, les informations sensibles, est-ce qu'ils ne sont pas sensibles, les données personnelles des salariés, les fuites des data, etc. etc. Et c'est une tâche ou un travail qui s'avère très compliqué pour les pentesters des entreprises parce que vous allez voir, comme on va le voir dans quelques instants dans la partie lab, le pentesting, le footprinting dans la phase de pentesting peut se faire d'une façon peut-être interactive où on va faire parler la victime d'une façon ou d'une autre en exploitant les différentes failles qui puissent exister, mais aussi on peut faire d'une autre façon ou d'une autre manière, c'est ce qu'on appelle le footprinting passif. C'est ce qui fait que dans cette phase de footprinting passif, vous risquez de ne même pas être au courant qu'il y a quelque part un hacker qui se prépare ou un organisme qui se prépare pour vous attaquer ou pour vous faire mal. C'est ce qui fait que dans cette étape-là, l'objectif de n'importe quelle entreprise, ce n'est pas de chercher à ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à faire de la reconnaissance sur l'entreprise, mais de veiller à ce que les données de l'entreprise en soi soient très bien sécurisées, soient très bien protégées, et cela doit être fait d'une façon très rigoureuse parce que vous allez voir aussi comme que n'importe quelle fuite de données, que n'importe quel type de fuite de données peut coûter très cher pour n'importe quelle société. Et en parlant des JO, je pense que vous êtes au courant, comme on l'a vu plusieurs fois dans les médias, c'est pour 2 fois maintenant consécutif qu'il y a par exemple un PC portable des gens qui travaillent sur la sécurité des JO qui soit perdu quelque part dans la région parisienne, je crois dans le nord de Paris ou plus précisément dans le département de la Seine-Saint-Denis. C'est ce qui fait que là par exemple, j'ai envie de dire, vous allez faire quoi dans ce genre de situation? Vous avez perdu un laptop, vous avez perdu une clé USB, vous avez perdu quelque chose. Tu vas me dire, oui, mais il faut sécuriser, sensibiliser. Oui, mais je suis désolé, j'ai 15 000 salariés dans mon entreprise. Comment je vais faire en sorte de les surveiller tous? Vous voyez que le footprinting, c'est quelque chose de très compliqué. Enfin, faire face au footprinting, je voulais dire, reste quand même quelque chose de très compliqué parce que on n'est pas à l'abri d'une faille humaine, on n'est pas à l'abri d'une erreur technique, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui n'utilise pas très bien comme il faut un outil, un logiciel, un point d'accès, et puis il va falloir donner des droits d'admin parfois à des gens, et puis c'est des gens qui peut-être ne méritaient pas l'avoir. Bref, vous allez voir que c'est tout un tas de complications, c'est tout un tas de choses très complexes le footprinting qui fait que malheureusement aujourd'hui faire face aux attaques de type footprinting dans les entreprises reste quand même quelque chose de très compliqué. Je pense que vous l'avez très bien compris, quand on parle du footprinting, on parle de processus de collecte d'informations sur la cible parce que cela permet la découverte de tous les vecteurs d'attaque que le hacker va pouvoir utiliser après pour gagner l'accès, pour escalader les privilèges, pour tomber des sites web, etc. etc. Du coup, comme vous l'avez, j'imagine, aussi compris, il s'agit de la première phase importante du footprinting et cela aussi commence par les collectes des informations généralement les plus publiques ou les plus accessibles et vous allez voir que Google, par exemple, il sert d'un outil de footprinting également très important. Du coup, j'ai envie de dire pourquoi faire le footprinting. Je pense que vous l'avez clairement compris. Pour moi, la principale des raisons, c'est connaître la posture de sécurité. Aussi, ça permet de réduire les champs de recherche parce que si tu vas attaquer ou l'objectif d'un hacker, s'il cherche à attaquer une entreprise de 10 ou 15 000 ou 20 000 salariés, il saura le point faible de cette entreprise et comment il va pouvoir attaquer ce point faible.
C'est ce que font aussi également les pentesters dans l'entreprise. Leur objectif également de faire le footprinting, c'est de savoir exactement quels sont les différents points faibles de l'entreprise qu'on peut facilement utiliser pour attaquer cette société-là. Ça permet également d'identifier les vulnérabilités, ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes le hacker gentil, vous allez demander à l'entreprise, à votre entreprise, ou votre partenaire, ou votre client, peu importe, de les fermer ou de se protéger contre ces vulnérabilités gentiment. Par contre, malheureusement, si on parle bien d'un hacker mauvais qui utilise le hacking pour des fins d'attaque réelle, malheureusement, connaître les vulnérabilités, c'est comme si vous lui donnez les clés d'accès ou les clés d'attaque de cette société-là. Du coup, ça permet de récupérer les détails de toute l'architecture cible et par conséquent de connaître comment nous allons pouvoir réussir l'attaque en soi. Alors, quand on parle également de footprinting, on parle de différents types de collecte. Généralement, ce qu'on peut faire là-dessus, on va travailler sur d'abord des informations un peu plus accessibles, un peu plus généralisées, etc., etc. Mais on parle également de ce qu'on appelle les collectes d'informations ou les collectes des data sur l'entreprise. Par exemple, on peut parler de tout ce qui est lié à la collecte des informations réseau, les noms de domaine, les informations liées au nom de domaine, les blocs de réseau, les adresses IP, les websites, les certificats, les ACL, les sessions TCP, UDP, quoi encore, les protocoles réseau utilisés par cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait pour le routage, est-ce qu'elle a des VPN, comment fonctionne la technologie de VPN, les informations sécurisées, quel pare-feu utilise, les marques, les références, les modèles, les technologies, les IDS, les IPS, les téléphones sur IP, etc., etc. Et puis tout cela permet de voir comment la data bouge et quels sont les moyens ou les outils mis en place par cette entreprise pour mettre en place une stratégie complète de la protection de réseau. Et puis grâce à cela, certainement, on va réussir à trouver des points d'entrée ou des failles de sécurité. On parle également de collecte de systèmes d'information. Ça permet de collecter ou de récupérer des informations telles que les users, les mots de passe, les groupes, comment s'est organisée la hiérarchie dans un Active Directory, les bannières de système, les tables de routage, les informations de SNMP, les architectures de systèmes d'exploitation, ce qui est utilisé en Windows, ce qui est utilisé en Linux, les types d'accès distant, les noms des systèmes, les passwords, etc. On peut parler également des collectes des informations organisationnelles liées à l'entreprise en exploitant après ces informations via l'exploitation de ce qu'on appelle la faille humaine. On peut parler là-dessus des détails des employés, on peut parler de l'organisation de website de l'entreprise, de répertoire ou le directory, ce qu'on appelle du company. On peut parler des détails de localisation physique de l'entreprise pour peut-être préparer un vol d'informations via des attaques physiques. On peut parler des informations telles que le numéro de téléphone, les adresses IP, les pages web, quoi encore, je n'ai pas d'autres idées en tête, les serveurs web par exemple, et puis les règles de sécurité, comment on accède physiquement à l'entreprise. C'est que la totalité de ces informations-là, vous voyez qu'il va falloir malheureusement faire en sorte de les grouper quelque part dans un emplacement, que le hacker va utiliser ou va s'en servir pour préparer son attaque, mais aussi le pentesting. N'oubliez pas qu'on fait pour cela la formation. Un pentester est là aussi pour chercher la totalité de ces informations et essayer de voir dans ces informations qu'est-ce qui est légitime pour sortir et qu'est-ce qui est légitime pour rester. Alors, quelle est la méthodologie utilisée pour le footprinting? On va commencer par des techniques les plus simples possibles. Par exemple, la chose la plus simple à laquelle vous pouvez penser, les sites web. Par exemple, prenons le site web le plus célèbre que tout le monde connaît à la terre entière, c'est Google. Du coup, Google permet de faire du footprinting via la recherche que vous connaissez déjà et que vous savez faire, mais aussi via des techniques de recherche qui sont beaucoup plus avancées, qui sont beaucoup plus développées, comme on va voir dans quelques instants. Mais même, vous allez voir que Google, en permettant des techniques de recherche un peu plus avancées, je ne sais pas si vous savez comment il fonctionne Google, mais j'imagine globalement oui. Du coup, Google scanne, comme tous les moteurs de recherche, il scanne les bannières, les balises, les bannières, on va dire, scanne les liens, scanne la totalité des datas qui circulent sur Internet et qui est accessible sur les serveurs web.
Et puis, via ces différents robots, il va réussir à lire ces données-là, ces informations-là, et puis il va vous fournir l'information que vous souhaitez grâce aux mots-clés que vous allez mettre. Du coup, Google offre des méthodes qui s'appellent les recherches avancées. C'est ce qui fait que sur Google, vous allez pouvoir chercher sur un site web exactement une information qui ne contient pas ce mot, qui contient plutôt ce mot en plus, etc., etc. Et c'est grâce à cela que les hackers vont pouvoir s'en servir pour essayer d'affiner leurs recherches exactement sur des sites web, mais aussi vous allez voir que ça permettra également de récupérer des datas. Je vous donne un exemple, l'exemple le plus simple possible. Je pense que vous avez dû voir d'habitude des sites web dans des entreprises qui ressemblent à quelque chose comme ça, une page vide qui s'appelle Indexof, et puis Indexof comme ça, et puis vous avez une petite racine et la liste des répertoires qui se trouvent dans ce serveur-là. Alors, comment ça se passe exactement cela? Du coup, ce qui se passe, c'est que l'entreprise a dû héberger le site web dans un serveur, normal, c'est ce qu'on fait tous, et puis dans ce serveur-là, l'entreprise met ou émet ou publie des informations spécifiques, parfois confidentielles, des tableaux Excel, des datas, des fiches Word, une intranet, etc., etc. Et du coup, l'entreprise, elle pense que ces datas n'existent pas sur Internet, alors qu'ils sont sur le même serveur accessible sur Internet. Il suffit de changer le chemin d'accès dans la racine, et puis félicitations, vous avez accès direct vers le serveur web, et puis ça ne sera pas une page web, ça sera juste un mot de type index-of, etc. Et puis vous allez pouvoir très facilement récupérer les datas de l'entreprise qui traînent sur Internet. Vous voyez que ça reste quand même quelque chose de très dangereux que les entreprises ignorent, ou même pensent que peut-être même, elles sont même certaines ou sûres que ce genre de data ne doit pas ou n'existe pas sur Internet. Et puis, il y a encore d'autres types de recherche, d'autres types de moteurs de recherche, comme par exemple le Netcraft qui permet de récupérer des informations informatiques et OS qui sont très sensibles ou qui sont parfois très importantes. On parle bien de Shodan qui est le moteur de recherche, le Google des hackers, et c'est fou ce que Shodan puisse faire. On parle par exemple des informations de localisation comme le Google Maps, comme Google Finance qui permet de donner des informations financières parfois très importantes, et puis les réseaux sociaux comme les réseaux professionnels dans un premier temps, comme par exemple on parle de LinkedIn, on parle d'Indeed, on parle de différents sites web qui permettent d'offrir des informations professionnelles, que ce soit de l'entreprise ou de la personne, mais aussi on parle des réseaux sociaux les plus classiques comme, je ne sais pas moi, Insta, Facebook, etc., etc. Et malheureusement, ce genre de réseaux sociaux, c'est considéré aujourd'hui comme des failles qui sont très importantes dans la matière. Je vais vous montrer une vidéo très rapide qui a été faite par un État, je crois l'État de Brunei, je ne me rappelle plus de quel pays exactement, mais bon, peu importe, le nom de l'État. Elle est où la vidéo? Je pense l'avoir eu ici, je l'ai vu sur LinkedIn, et du coup ça c'est une vidéo promotionnelle qui va vous dire que, attention, ne publiez pas la totalité des informations qui traînent sur Internet, et là vous allez voir ce que font tous les gens sur le net tous les jours. Hein. Il y a déjà le nom, il y a le prénom de la personne. Elle publie énormément d'informations. Et puis très bien, elle est très contente parce qu'elle a eu le diplôme. On a le numéro de son diplôme ou le numéro de son identité. Et puis elle est en train de parler, je ne sais pas ce qu'elle a dû publier ici, son anniversaire. Et puis on a bien compris sa date de naissance via son anniversaire. Elle a 21 ans, il suffit de faire l'équation, c'est tout. Et puis l'adresse, par erreur, on a vu l'adresse. On a vu sur un site professionnel dans quelle ville elle habite. Et puis par erreur, un numéro de carte bancaire qui était sur la table pendant qu'elle prend une photo Insta ou une story ou je ne sais quoi. Et puis la surprise, elle vient de recevoir un message qui lui dit un paiement vient d'être fait sur ton compte, ou un crédit ou quelque chose comme ça, avec ta carte bancaire. Vous voyez que malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver aujourd'hui sur Internet avec l'utilisation très mauvaise et très massive des réseaux sociaux, de tous les gens aujourd'hui qui utilisent d'une façon ou d'une autre ou de n'importe comment les différents réseaux sociaux, les stories, les sorties. Je suis en congé, je suis en Italie, je suis en Espagne, je suis parti voyager dans telle ville, dans tel pays. Ce que je vois tous les jours, par exemple dans les trains, les TGV, les gens qui ouvrent leur PC, qui commencent à travailler, puis ils s'endorment un peu. Et puis bref, je ne vais pas citer peut-être tous les éléments qui puissent exister, mais vous comprenez que le footprinting, ça consiste à exploiter tout ce genre
tout ce genre d'informations qui pourra jouer quand même un rôle très important en matière de sécurité, qui pourra également jouer un rôle très important dans les attaques ou dans les différentes opérations de hacking malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également là-dessus? On va pouvoir voir des informations, par exemple, très basiques via Google. Enfin, vous connaissez tous Google, je ne vais pas vous montrer Google. Vous connaissez, j'imagine, Google Images qui vous permettra de récupérer des images ou de savoir des détails sur une image et ce que cela signifie. Et puis la recherche inversée des photos sur Google, je pense que c'est une fonctionnalité assez ancienne. Je ne vais pas vous la détailler aujourd'hui, tout le monde la connaît. Et puis, je pense de plus en plus, ce que vous ne connaissez pas, c'est par exemple les fonctionnalités de recherche avancée sur Google. Et que grâce à ces fonctionnalités, on va pouvoir affiner les recherches pour arriver à des recherches un peu plus spécifiques ou des recherches un peu plus pointues. Par exemple, sur Google, je suis sur Google, hein, c'est de l'Advanced Search, c'est tout. Du coup, ici, on va pouvoir chercher des informations un peu plus spécifiques. Par exemple, trouver des pages avec tous les mots suivants. Et du coup, là, on peut chercher des pages, par exemple, qui contiennent default password. Vous voyez? Du coup, je cherche toutes les pages sur Internet qui contiennent les mots-clés default password. Et là, je vais tenter peut-être de chercher un default password quelque part qui traîne sur Internet. Du coup, on comprend que malheureusement, ce n'est pas quelque chose de très facile juste avec le mot-clé default password. On peut aller encore plus ce mot ou cette expression exacte. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire juste comme ça, ici. On peut dire par exemple Cisco et ici default password et du coup par exemple ou là par exemple password tout court. Là c'est comme si je demande à quelque part chercher une page web sur internet sur un équipement de type Cisco qui contient un password et j'ai pas l'impression que Google va exactement comprendre ce que je veux faire. Par exemple vous voyez ici il m'affiche des résultats de type site de Cisco etc. Mais dans le temps on va pouvoir plus affiner les recherches. Par exemple l'un des mots suivants. Il y a même la fonctionnalité OR. Du coup, on peut chercher, on peut faire plusieurs mots. Et du coup, c'est comme si dans la recherche Google réelle, il va me mettre la fonctionnalité ou la fonction OR. C'est l'un ou l'autre. Et puis là, on peut chercher des mots spécifiques. Par exemple, je peux chercher le mot default. Je peux chercher le mot Cisco. Je peux chercher, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut être utilisé. Par exemple, le mot default, le mot admin. Là, c'est comme si je suis en train de chercher des pages web ou des pages d'un routeur, etc. qui traînent sur Internet, qui contiennent des passwords avec des mots-clés default, des mots-clés admin. Vous voyez, ça commence à faire un peu, ça commence à prendre un tout petit peu forme. Et là, vous voyez ce que va donner ici dans le moteur de recherche de Cisco. Cisco default or admin et le mot entre guillemets qui signifie ça doit inclure ce mot-là, c'est par exemple password. Et puis, aucun des mots suivants. Du coup, si j'ai pas envie de chercher un mot, ça sera représenté par un tiret devant le mot. Du coup, si j'ai envie ou si j'ai pas envie plutôt, ce que je voulais dire, de trouver un mot spécifique dans la recherche. Je ne sais pas ce que peut être dans le cadre d'un Cisco router et password, etc. Mais bon, vous avez compris, si j'écris par exemple Wi-Fi, tous les mots, tous les sites qui contiennent le mot Wi-Fi, il ne va pas me les afficher parce que je ne cherche pas une recherche, je ne cherche pas à faire quelque chose de type réseau sans fil. L'objectif, ça sera d'affiner les recherches et du coup, tout ce qui est Cisco Wi-Fi ne sera pas affiché. Et du coup, vous voyez que si je clique ici, je vais trouver un format comme ça, Cisco Default or admin password et puis moins Wi-Fi. C'est ce qui fait qu'il ne m'affiche pas maintenant les sites web qui contiennent le mot-clé Wi-Fi. Et puis, on continue à faire des recherches encore plus précises. Nombre précis, nombre compris entre et entre. Si c'est nécessaire de chercher des nombres spécifiques, je ne vois pas trop l'intérêt dans cet exemple, mais il y aura énormément d'informations. Vous cherchez des datas spécifiques, peut-être des quantités de mémoire, ou peut-être des informations liées à des sommes d'argent, des datas qui contiennent des chiffres, quel que soit le type de chiffre, qui peut être des kilos, qui peut être de l'argent, des dollars, de l'euro, etc., etc. Les langues, vous pouvez affiner les recherches. Par exemple, moi je vais chercher en anglais parce que c'est sur... Enfin, on va dire que les commandes et les lignes de commande, etc. s'écrivent tous en anglais, d'autant plus que la plupart du flux de trafic d'Internet est en anglais. Ça permet peut-être d'affiner encore plus la recherche, la région, dans quel pays. Si je cherche à attaquer une société qui est en Afghanistan, qui est, je ne sais pas moi, au Bahreïn, ou qui est au Cap-Vert, ou qui est je ne sais où, il vaut mieux chercher exactement dans cette entreprise ce que je veux chercher exactement. Par exemple, je ne sais pas moi, je ne vais rien faire là-dessus. Et puis, il y a par exemple les dernières mises à jour qui ont été
été faite. Est-ce qu'il y a nécessité de chercher la dernière mise à jour ou depuis, par exemple, quand l'information est apparue sur Google. Du coup, j'ai envie de dire, là, c'est un peu plus précis parce que si tu cherches quelque chose qui date de 2 ans ou qui date de très longtemps, peut-être tu as de grandes chances que ça soit changé, depuis. Et ça permet encore d'affiner plus la recherche. Si je fais comme ça 365 jours et puis je vais faire, je ne sais pas moi, par exemple, je ne sais pas quel pays, enfin je vais faire la France, hein. Allez, c'est plus simple. Écoute, excusez-moi, ma page web rame un peu. A, B, C, D, E, F. C, D, E, F. Du coup, je vais faire la France. Et puis, les sites ou domaines. Du coup, là, c'est un peu plus pratique si vous connaissez des sites web spécifiques qui contiennent des informations spécifiques. Moi, je vais dire n'importe quoi, Cisco.com. Le but, c'est pas de chercher à attaquer. Je vais dire directement, on cherche sur le domaine ou les mots-clés ou quelque chose qui contient Cisco. Si vous cherchez des failles spécifiques d'une entreprise qui s'appelle Easy, dans ce cas-là, vous allez chercher Easy ou le mot-clé Easy ou tout ce qui traîne autour de Easy. Et puis, les termes apparaissant, est-ce que vous cherchez des termes spécifiques, les types de fichiers, les droits d'usage, etc., etc. Et puis, vous pouvez faire votre recherche avancée avec tous les mots-clés que vous avez cherchés et les informations spécifiques que vous avez cherchées. Et là, vous trouvez des mots-clés de type password, IP, FTP password, etc. Du coup, le but ici, c'était d'essayer d'arriver jusqu'à trouver des lignes de configuration qui traînent un peu sur Internet avec des passwords, etc. Là, c'est pas le but et heureusement, c'est pas ce qu'on cherche, mais il nous a trouvé, par exemple, des sites web avec des pages avec des configurations, des exemples de configuration Cisco. Je vous avoue, c'est excellent comme site. Je tombe par hasard sur ça, je ne le connais pas, le site. Ça fait les commandes Cisco, ça groupe les commandes Cisco, vous voyez. Par exemple, il vous dit le DHCP Snooping, c'est une fonctionnalité de sécurité. Comment la configurer? Du coup, Enable DHCP Snooping globally. Et puis, franchement, c'est très bien. Ça tombe bien. Je vais prendre le lien, je vais le garder pour moi. Parce qu'il permet de faire, si des étudiants le demandent ou des choses comme ça, ça vous permettra d'avoir la liste de commandes de Cisco. Plusieurs fois, il y a des gens qui me la demandent. D'ailleurs, si vous voulez, elle est là. La commande, vous pouvez la trouver. Bon, bref, moi, je ne vais pas la garder finalement. C'était pour vous, mais bon, vous êtes en train de regarder, vous pouvez le prendre directement. Bref, vous avez compris le principe et vous avez compris qu'il est facile ou il est possible avec Google, je ne vais pas dire facile, mais possible quand même et accessible avec Google d'arriver quand même à faire des recherches, à trouver des informations, à cibler même des informations spécifiques. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Là, il y a des gens qui sont un peu plus intelligents, j'ai envie de dire, et qui se sont dit « Ah oui, mais imagine dans ce cas-là si j'arrive à faire plus de choses que cela. » Du coup, ils arrivent à faire exactement la composition qu'on est en train de faire, sauf que nous, on n'a pas suffisamment d'exemples, on ne sait pas trop comment faire. Eux, ils savent. Ils nous ont développé quelque chose qui s'appelle les dorks Google, ou autrement dit, une base de données qui s'appelle Google Hacking Database. Ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de pages. Vous voyez, il y a 528 pages, hein. Il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enfin, quand même, ça fait 528 fois 15. Hein. On est peut-être dans l'ordre de 7 ou 8 000 dorks Google qui traînent ici dans cette base de données. Vous voyez, il y a des gens qui pensent à tout. Et du coup, ici, par exemple, ils vont nous mettre la totalité des informations possibles qui traînent sur Internet et qui circulent sur Internet et les formats spécifiques de ces datas qui traînent sur Internet. Par exemple, ici, regardez, on a une URL étoile, du coup tout ce qui est qui passe dans l'URL et qui contient encryption.txt. Et du coup là, vous pouvez récupérer des types de encryption. Le index of, d'ailleurs, je vous ai parlé de ça. Par exemple, si vous cherchez index of confidentiel, du coup l'objectif c'est de chercher toutes les pages internet qui affichent sur les serveurs index of, et puis on va chercher peut-être quelque chose, ici par exemple ici, et vous voyez ça c'est quelque chose d'hyper dangereux. J'espère que c'est vraiment pour l'exemple, pour la blague qu'ils le font, parce qu'il y a pas mal de sites web qui le font pour l'exemple, pour vous montrer ce que ça donne. Et du coup, ce qui se passe, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons une société qui s'appelle Easy, et puis qui héberge un site web qui est easy.fr. Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans cette entreprise-là ? Elle va utiliser un serveur
Derrière le nom de domaine de l'entreprise, elle va mettre dans la racine un certain nombre de répertoires et puis dans ces répertoires, elle va mettre un certain nombre de fichiers. Vous pensez que c'est pas publié ça sur Internet, or c'est accessible depuis le serveur. Du coup, vous avez créé un répertoire ou un emplacement qui s'appelle confidentiel. Le mot-clé confidentiel était exprès parce que les entreprises, pour les datas qui sont plus confidentielles, et ça c'est bête aussi de la part des entreprises, ils appellent ça confidentiel. Du coup, dans ce cas-là, ce que vous allez chercher le nom de l'entreprise / confidentiel. C'est comme si vous allez faire, je vais simuler ça avec un site web très connu, c'est sûr qu'il ne le fait pas, microsoft.com, confidentiel. Et du coup, vous allez tomber, si le gars qui travaille chez Microsoft, bien sûr, il n'y a pas ça évidemment chez Microsoft, c'est pour ça que je l'ai fait, le gars qui travaille chez Microsoft, il a dû mettre un répertoire qui s'appelle confidentiel, qui contient toutes les données financières et les salaires des directeurs chez Microsoft. Bon, vous devinez bien que ça n'arrivera jamais. Mais là, par exemple, ça peut arriver, vous rentrez dans Project et vous allez trouver des informations, des logs, des trucs, etc., etc. Et ça, c'est très dangereux en matière de sécurité et il faut très bien sensibiliser les gens dans les entreprises à le faire. Attention néanmoins à quelque chose, il y a un élément très important à comprendre quand vous manipulez ce genre de site ou ce genre d'informations. La loi vous punira si vous arrivez à récupérer ce genre d'informations ou vous les publiez sans nécessité spécifique. C'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas dire c'est une info qui traîne sur Internet, c'est public, regardez, je vais montrer à mes amis, je vais faire une vidéo qui la montre, etc. Même si vous le faites dans un cadre académique comme on est en train de le faire, il faut le faire avec un disclaimer, il faut bien expliquer cela, il faut bien expliquer que ce n'est pas parce que la donnée est accessible publiquement que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Oui, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez avec, mais pas le droit. Et du coup, si la personne en question vous attaque en justice, vous allez devoir prouver au juge une raison fiable et rationnelle pour laquelle vous étiez allé chercher l'information. Du coup, vous amusez chez vous à chercher des informations, à chercher des datas, etc. Attention, c'est quelque chose qui pourra être très dangereux et très dévastateur pour vous. Et puis après, bon, on continue toujours avec nos recherches ici. On peut s'amuser par exemple à faire Cisco, à écrire le mot-clé Cisco. Et vous voyez qu'ils n'ont rien oublié. Il y a 2 pages juste sur le mot-clé Cisco. J'utilise comme ça le Cisco comme exemple. Et là, vous voyez, il y a pas mal quand même d'informations. Par exemple, Cisco ASDM, la plateforme d'administration des firewalls Cisco, in URL admin public index. Du coup, là, ça vous permettra d'accéder aux pages qui contiennent des sites, aux pages des pare-feux Cisco, qui sont ouvertes ou accessibles publiquement. Par exemple, ici, ça vous permettra de cibler les appliances de sécurité de Cisco qui sont les proxys de Cisco. Ça vous permettra par exemple de regarder des fichiers qui contiennent le mot-clé Enable Password. Vous voyez, dans des fichiers, etc., de type avec des extensions spécifiques. Par exemple, ici, ça vous permettra de chercher le mot-clé Enable Secret. Là, c'est pareil, pratiquement. Là, par exemple, ça vous permettra, allez, si on utilise ça, qu'est-ce qu'il vous dit exactement? C'est en quelque sorte, il vous demande de chercher dans des fichiers de type XLS, des fichiers de type Excel, XLS ou XLSX en fonction de la version d'Excel. Ça vous permettra de trouver des informations de type cisco.com, etc. ou des mots-clés, des informations de type Cisco. On retire, c'est qu'à l'intérieur de fichiers Excel, on trouve des mots-clés Cisco. On retire cisco.com, c'est intelligent ça, c'est comme ça, on ne vous affiche pas les résultats de site cisco.com, ça n'a aucun sens. Et puis, dans des sites web de type, oula, qu'est-ce que je fais? Je réaffiche à nouveau dans des sites web de type .gov. Du coup là on cible clairement les sites gouvernementaux. .gov généralement c'est américain, mais il y a énormément de pays dans le monde qui utilisent aussi l'extension .gov. Pratiquement tous les pays du monde, en France on dit .gouv, mais aux États-Unis ou partout on dit gov comme gouvernance en anglais. Du coup, là, ça vous permettra de récupérer, par exemple, California Courts. Ça vous permettra de récupérer des fichiers Excel qui contiennent la liste des équipements de type Cisco qui traînent sur Internet. California Courts, j'imagine que c'est la justice de la Californie. On peut chercher California Courts. J'imagine clairement que c'est la justice de la Californie ou la direction, le département de justice, c'est ça. Le California Judiciaire Branch, ça vous permettra de savoir ce que utilise. Vous voyez, là, c'est un fichier Excel qui a été partagé, qui a été publié
par une entreprise, je ne vais pas ouvrir d'autres exemples, qui contient la liste des produits, la liste de courses en quelque sorte. Nous, quand on vend des produits Cisco, on envoie des tableaux Excel avec le modèle, la référence, la marque, le prix, etc., etc., des informations comme ça, enfin comme dans n'importe quel produit que vous achetez. Et puis cette donnée, ça a été envoyé par mail. Enfin, c'était envoyé par un mail non chiffré ou non crypté. Le résultat, c'est que Google l'a capté et puis finalement, on la trouve ici. Du coup, si vous êtes des hackers et vous cherchez à attaquer cette entreprise ou cette instance de gouvernement de la justice, vous savez maintenant les détails des produits utilisés. Il suffit d'aller après chercher sur Internet quelles sont les failles de ce switch ou quelles sont les failles de ce routeur pour essayer ou tomber là-dessus. Vous voyez, main.gov, je ne sais pas ce que c'est, Cisco DNA. Du coup, là, ils utilisent la dernière solution de Cisco en matière de data center, enfin le data center, les réseaux end-user, la solution SDN pour les réseaux end-user, pardon, et c'est déjà une information très importante. Du coup, on sait que main.gov, je ne sais même pas ce que c'est le main.gov, utilise les solutions Cisco DNA. Peut-être qu'il ne l'utilise pas, peut-être que c'est un tableau qui ne sert à rien, mais je ne sais pas. On ne va pas rentrer dans tous ces détails ici dans une vidéo publique, mais vous avez compris que finalement, ce genre d'informations, ils peuvent facilement être retrouvés sur Internet avec les moyens les plus simples et les plus faciles qu'on puisse trouver. Par exemple, les Enable Secrets, vous les voyez, on peut trouver facilement, et ça nous est arrivé dans des labs un peu plus fermés, d'arriver jusqu'à accéder à des routeurs. On ne sait même pas ces routeurs d'où ils viennent ou de qui. Par exemple, R1, CFG veut dire configuration, et du coup là vous voyez Enable Secret, on a bien le mot de passe qui traîne quelque part ici. Je ne sais pas où il doit s'arrêter, là ou là. Je pense vous avez tous, vous vous rappelez, dans la formation réseau, on a vu comment on peut décrypter des algorithmes de type Cisco 5 s'ils ne sont pas super bien chiffrés. On peut insérer ça ici, on peut insérer ça ici. Il est en train de tester à le brute forcer et puis on va voir s'il va réussir à le brute forcer ou pas. Du coup, si le mot de passe est très fort, tant mieux pour eux, ils vont peut-être s'échapper à la tentative de récupérer le mot de passe, mais si le mot de passe n'est pas suffisamment fort, on va pouvoir facilement le craquer ou le brute forcer et puis savoir quel mot de passe on utilise. Maintenant, je pense que vous vous rappelez très bien avec l'exemple Enable Secret Cisco. Si je dis Enable Secret Cisco en MD5, du coup, on peut facilement retrouver... Ah, Google commence à douter de moi. Allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Hash password MD5. On peut chercher juste à hasher un password en MD5. Et puis là, par exemple, ce que je peux faire, Cisco generate. Et puis là, je vais récupérer le hash MD5 de mots-clés Cisco. Du coup, ça, c'est un exemple. C'est vraiment un exemple qui permettra, par exemple, imaginons que ici, je viens de retrouver ce mot-là que je vais tenter ici parce que c'est le plus facile à brute forcer. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et puis, non, qu'est-ce qu'il me raconte lui? MD5H, non, enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte ici. Ok, mais bon, peu importe, on va pas trop s'embêter là-dessus. Je peux revenir à ma machine et le générer directement avec... Attendez, si je cherche Cisco ici, encrypt, non, c'est pas ça. Je peux le faire directement sur un paquet traceur. Et puis on peut récupérer le hash et le faire aller essayer de débloquer ou de décoder ou de décrypter ou de déhacher, si j'ose dire ça comme ça. Et on arrive à récupérer le mot de passe. Bref, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'exercice. On l'a fait déjà en CCNA 1. Je ne vais pas m'embêter encore plus. En plus, le temps d'ouvrir paquet traceur, ça va mettre énormément de temps. La machine RAM, j'ai des accès distants, des machines virtuelles qui tournent. Ça fait un peu trop pour la machine. En plus, quand j'utilise le site IFM, c'est vraiment très mauvais. Enfin, c'est pas fou le mot, mais je pense qu'il utilise des salts ou des choses comme ça. Bref. Ok. Allez, je suis un peu têtu. Je vais aller jusqu'au bout. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et puis,
on va attendre un peu. L'objectif, c'est de dire que ça peut, par exemple, vous utiliser des mots de passe qui ne sont pas très forts, qu'on peut facilement récupérer sur le net. Et puis l'objectif, c'est qu'ils peuvent retomber dans ce genre de fichier. Là, par exemple, si je fais Enable Secret Cisco, Exit, Show Running Config, et puis là, on a le hash. Du coup, ça, c'est le vrai hash Cisco 5. Enfin, c'est pas vraiment le MD5 qu'on utilise. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est où? Le decrypt, il est là. Du coup, là, ici, on peut faire ça, et vous voyez, on a le mot de passe Cisco. Du coup, imaginez que le mot de passe qu'on a copié ici, c'est un de ces mots de passe-là de type Cisco, les mots de passe qui sont très faciles. Bah, malheureusement, cette société-là, finalement, elle a son mot de passe haché qui traîne sur le net. Déjà, il est haché très bien, parce qu'il y a même des entreprises qui le hachent même pas. Par exemple, ici, je peux faire Enable Password. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, le Enable Password, le mot de passe qui circule dans Enable Password n'est pas haché. Regardez, le mot de passe est là. Et là, il est haché par un code qui s'appelle Cisco 7 qui est très facile à déchiffrer. Par exemple, ici, je peux facilement aller dire decrypt Cisco 7, Cisco Password 7. Et sur un site comme FrameIP, par exemple, il sera très facile pour moi de déchiffrer ce mot de passe et de le récupérer. Et là, comme ça, vous allez voir, le mot de passe, on a pu le récupérer, il est là. Le mot de passe, il est là. Vous voyez que c'est malheureusement des choses qui sont très faciles à faire et qui traînent très facilement sur Internet. Et puis, grâce à ces fonctionnalités très avancées de Google Hacking, on va pouvoir faire énormément de choses. Je vais m'arrêter là. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est pas de vous montrer toutes les techniques de faire des choses pas bien. Mais si, par exemple, vous travaillez sur les dorks Cisco, sur la sécurité des routeurs Cisco, les dorks Google, pardon, la sécurité des routeurs et des switches Cisco, votre objectif sera de faire le tour de tout ce qui est là, avec les intitulés de votre entreprise ou peut-être sans les intitulés de votre entreprise, etc. Et le but, ça sera d'essayer de voir si vous arrivez à trouver dans les informations quelque part qui traînent sur Google, est-ce qu'il y a des informations qui sont reliées à votre entreprise, par exemple. Du coup, ça fait partie un peu de votre travail en tant que hacker éthique ou en tant que pentester éthique. Du coup, je pense que vous avez compris la dangerosité de cette situation, vous avez compris la dangerosité de ce que je peux avoir avec ce genre d'accès. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais arrêter là avec ça, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres sites qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus sérieux dans la matière, comme par exemple, on va revenir à ça après, comme par exemple le site Shodan. Et Shodan, c'est un site qui permet d'avoir plus d'informations et voire même des informations très dangereuses et très sensibles et qui permet d'avoir des informations de type secret industriel, des informations de développement, des accès. Allez, on va les voir ensemble. Ça permet d'avoir des informations sur des secrets industriels, des bases de données, des infrastructures réseau, des video games, etc. Ça vous permettra de faire énormément de choses très dangereuses et très mauvaises et ça vous permettra d'avoir un impact très négatif et très dangereux sur votre entreprise. Du coup, comment il fait? Lui, c'est pareil, c'est comme tout type de recherche. Il scanne les informations, il scanne toutes les informations des bannières qui traînent sur Internet et son objectif, ça sera d'essayer ou de tenter de récupérer toutes les informations qui traînent ou qui peuvent traîner quelque part sur les réseaux Internet. Et puis, ce qui a fait un peu la célébrité de ce site web-là, c'est tout ce qui est lié aux cam, aux webcam, aux caméras, aux IP caméras ou des choses comme ça. Et là, vous allez voir que il est malheureusement possible, grâce aux outils de ce site-là, de récupérer des informations qui sont parfois très sensibles, par exemple comme les IP caméras, comme les webcams par exemple. Là, par exemple, on peut cliquer sur webcam. Qu'est-ce qu'il me dit? Webcam tout court. Hop, c'est bon. Et là, par exemple, on va trouver la totalité des webcams scannées quelque part par Shodan sur Internet. Et du coup, ça se trouve qu'il y a des webcams que vous utilisez à titre particulier chez vous, que vous utilisez dans vos entreprises, que vous utilisez quelque part dans des emplacements un peu confidentiels. Vous allez pouvoir les retrouver. Peut-être, ça se trouve même que c'est le webcam de votre PC carrément que vous trouvez utilisé ici. Et du coup, là, vous pouvez même spécifier les pays. Ici, vous avez
la liste sur GitHub de tous les filtres qu'on peut utiliser. Par exemple, vous avez des IP spécifiques. Par exemple, ici, vous pouvez tester avec la caméra de votre site, comment dire, de votre PC ou de votre maison, de là où vous êtes, ou de votre société. Ça vous permettra de confirmer qu'il n'y a pas des informations peut-être un tout petit peu ou très dangereux ou des choses comme ça. Par exemple, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ici, attendez, oups, ok, je reprends ici, je crois que ça s'écrit comme ça, et puis je fais FR, et puis là, il va m'afficher les caméras qui sont en France. Par exemple, ici, vous voyez, il y a des webcams qui sont affichées en France, et là, en Boulogne-Billancourt, dans le 92, là, c'est un peu proche de chez moi, on voit par exemple qu'il y a une caméra qui est publiée. Là, il y a une webcam, il y a même parfois des captures d'écran qui sont prises dans ces caméras-là, qui vous seront affichées, et puis ils vous permettront d'accéder à ces caméras-là, et puis avec un peu de chance, vous pouvez traîner à l'intérieur des caméras, que ce soit les caméras des gens, que ce soit des webcams, que ce soit peut-être des caméras de surveillance ou autres. Du coup, bon, l'objectif, je répète, ce n'est pas de faire ça pour s'amuser à essayer d'espionner les gens, mais comme je vous ai dit, le but, ça sera de chercher à trouver les informations. Après, quand vous avez... Déjà, il faut avoir un compte, il faut ouvrir un compte, c'est très facile. Et après, il y a des accès un peu plus premium qui vous permettent d'aller encore beaucoup plus loin dans ce genre de situation. Moi, je vais m'arrêter là, je ne vais pas appuyer sur autre chose, mais vous avez compris le principe. Du coup, vous voyez qu'il y a quand même des caméras. Vous pouvez faire sur des sites web spécifiques, par exemple Caméra France, et ça vous permettra de voir par exemple des caméras de surveillance ou des informations d'autres types. Et lui, grâce à ces informations-là, arrive à trouver les infos et arrive à vous permettre finalement à récupérer les accès vers ces sites web ou vers ces URL ou vers ces informations un peu plus spécifiques. Du coup, là, vous voyez, il vous donne même des détails un peu plus importants, on va dire, sur ce que vous pouvez faire, les accès que vous pouvez avoir, etc., etc., etc. Heureusement, enfin, ils sont pas tous disponibles tout le temps. Du coup, ça se trouve que la caméra n'existe plus, elle n'est plus d'actualité, ou le PC est éteint, ou des choses comme ça. Bon, très bien, tant mieux pour la personne. Mais vous avez compris le principe là-dessus. Il faut vraiment faire attention parce que Shodan vous surveille, c'est ce qu'on dit toujours. Shodan vous surveille. Il peut récupérer toutes les informations qui traînent, toutes les informations que vous voyez que peut-être ils ne sont pas super importants pour vous, mais malheureusement, ça peut avoir un impact. Vous pouvez avoir des informations type Citrix, type Cisco, type peu importe l'information. Là, par exemple, vous avez des informations de type Citrix sur un serveur qui est quelque part en Argentine et vous pouvez, par exemple, écrire un mot-clé de type Cisco. Vous allez trouver toutes les informations. Là, regardez, c'est des informations qui traînent de type Cisco avec des mots de passe ouverts ou avec des default passwords ou des choses comme ça. Là également, vous pouvez chercher ces informations et vous pouvez facilement les récupérer pour faire des attaques, pour accéder à des routeurs à distance, pour accéder à des switches à distance, pour accéder à des caméras de surveillance à distance. Bref, vous avez compris, il y a énormément d'informations qui puissent comme ça traîner. Là, on parle des choses qui peut-être sont assez simples. Ça peut aller jusqu'à des secrets industriels et jusqu'à des datas très confidentielles des différentes entreprises. Après, qu'est-ce que je voulais afficher en plus? Ça, c'est pas... Ça, on s'en fout un peu. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et puis, on termine par exemple, un autre site qui permet de donner des informations détaillées sur la source d'une photo. Ça, c'est très pratique quand quelqu'un vous contacte pour vous demander d'investir avec vous, d'investir pour lui. Ça, c'est un peu trop connu. En particulier, si vous avez des réseaux type Telegram ou je ne sais pas. Vous pouvez avoir énormément de messages des gens qui vous envoient comme ça un profil avec sa propre photo, etc., etc. Et du coup, là, ça vous permettra de prendre la photo, d'aller faire des recherches sur Internet pour voir, surtout en particulier avec les métadatas, comment vous allez peut-être voir est-ce que l'information paraît fiable, est-ce qu'il y a personne qui possède cette photo, est-ce que cette photo se trouvait déjà avant ou pas, elle se trouvait où, etc., etc. Là, vous voyez, cette photo, elle est bien là sur un site peut-être qui n'a rien à voir avec celui qui m'a consulté ou contacté pour me proposer une opportunité d'investissement, ou c'est très connu par exemple dans le cadre des sites de rencontres, etc. Et là, vous pouvez comprendre facilement que cette photo finalement, elle ne sert à rien.
bien, même moi, je l'ai cherché ici, je l'ai trouvé ici sur Pexels, qui est un site de photos libres de droit. Il suffit d'écrire femme et vous avez la photo de la femme que vous souhaitez, que vous pouvez utiliser ou vous en servir pour n'importe quelle raison. Et puis, vous pouvez vous en servir ou vous servir de n'importe quel type de photo pour faire une attaque, pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose, etc., etc. Mais bon, comme vous avez compris, il est possible quand même de chercher. Par exemple, on peut prendre une photo comme ça qui a l'air un peu plus sérieuse d'une personne avec des lunettes. Vous voyez, ça fait l'ingénierie sociale, c'est un peu ça. C'est de jouer un peu aussi sur les nerfs des gens, de leur faire comprendre des choses, etc., etc. Et là, c'est un type d'information qui est très bien fait. Si je vous contacte pour vous proposer une opportunité d'investissement, il serait peut-être intéressant d'utiliser cette photo. Si je vous contacte peut-être pour une rencontre, je vais utiliser, je sais pas moi, par exemple celle-ci, ou je ne sais quoi, enfin une photo de type mariage, etc. Ça jouera un peu trop sur les nerfs des gens, sur les sentiments des gens, etc., etc. Du coup, vous avez compris le principe. Du coup, TinEye, ça fait partie des sites qui permettent de récupérer les métadatas des photos qui traînent sur Internet pour tenter de récupérer des informations avec. Après, libre à vous, enfin, on va dire libre à vous, chacun l'utilise comme il veut. Par exemple, on peut les utiliser aussi pour récupérer des informations sur la personne. Finalement, vous avez une photo de la personne et puis vous allez dire, allez, on va simuler quelque chose de très simple. Disons que je cherche à espionner cet homme-là ou je cherche à attaquer cet homme-là et je veux savoir tous les détails de ce monsieur que je ne connais pas et je ne sais pas qui c'est, ou peut-être j'ai des informations assez basiques sur lui ou sur elle. Du coup, ce que je peux faire là-dessus, je peux facilement WebM, c'est un peu embêtant. Les WebM, ça ne remonte pas comme photo. Je vais l'utiliser avec les techniques de capture. Je vais la capturer carrément. Et puis là, par exemple, ce que je peux faire, je sais que peut-être il est le monsieur qui gère Microsoft. En tout cas, il ne gère plus Microsoft depuis 20 ans ou 30 ans, je crois même plus. Mais c'est juste... oups, on ne va pas l'appeler capture. On va l'appeler, par exemple, Bill. J'ai fait semblant que je ne le connais pas, mais c'est pas grave. Bill, comme ça. Et puis finalement, ce que je peux faire, je peux venir ici et puis chercher à récupérer un peu plus d'informations sur cette personne qui s'appelle Bill. Et comme ça, grâce à cette information-là, on peut faire du footprinting, on peut faire de la reconnaissance et essayer grâce à cette photo, enfin il n'y a rien ici, mais grâce à cette photo-là, tomber peut-être sur son profil LinkedIn, tomber sur sa page web, je tombe sur un article, prévoit une nouvelle pandémie, mince, il va parler des pandémies encore. Et du coup, là, on peut parler de lui dans un podcast publié, etc., lors d'une discussion, etc., l'expert gouvernant américain, etc. Là, je récupère des informations sur la personne. Le fondateur Microsoft. Très bien, je connais maintenant cette personne. Il s'agit de fondateur de Microsoft. Vous voyez, c'est que parfois, grâce à des photos, il y a parfois des photos qui traînent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Il y a énormément de photos sur LinkedIn de type fête ou des choses comme ça, ou fête de l'entreprise, etc., où il y a des gens qui c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave, où il y a des gens qui font des rencontres dans les entreprises, etc. Là, on va dire photo, soirée, entreprise. Là, par exemple, on peut avoir des photos comme ça, des genres de photos comme ça. Et puis, je veux bien savoir qui est ce monsieur-là parce que je le cible et j'ai bien envie de rentrer dans son entreprise via cette personne ou par le biais de cette personne. Vous voyez? Et puis, finalement, il s'avère que c'est le trader le meilleur de la meilleure banque au monde. Il ne faut pas qu'il montre sa tête. Et tant pis, là, c'est une faille de sécurité. Vous voyez? C'est que ça permet, par exemple, des sites comme ça de récupérer des informations sur des personnes spécifiques ou des informations sur des datas spécifiques. Je pense avoir un peu trop parlé, ça fait maintenant presque quasiment 50 minutes, mais je pense qu'on a fait le tour de cette première partie qui, je vous promets, elle est la partie la plus basique sur les outils de footprinting. Après, dans la prochaine vidéo, on va essayer d'aller un peu plus loin avec des outils un peu plus avancés. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut!